Bonjour à tous. Donc, je vais profiter de cette période de confinement pour enregistrer cette conférence. Donc, conférence que j'avais déjà donnée sur l'océan et les changements climatiques donc en public. Donc, je m'appelle Thierry Moutin. Je suis enseignant-chercheur, professeur à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Et donc, j'enseigne la chimie océanographique à Aix-Marseille Université. Donc le plan de la conférence, il y a deux parties. Une première partie sur le contexte du changement climatique, qui sera assez facile d'accès, elle est vraiment destinée au grand public. Et une autre partie sur le rôle de l'océan, un peu plus complexe, mais que j'ai voulu quand même assez accessible. Donc je vais commencer par le contexte du changement climatique. En rappelant déjà que le climat change, et que ce réchauffement de la Terre, il est sans équivoque. Ici, on voit donc un schéma qui montre l'évolution de la température à la surface du globe entre 1850 et 2018, fait avec des couleurs qui sont assez marquantes, et on voit bien qu'on va globalement du bleu au rouge, qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est des figures qui sont disponibles donc sur Internet et que vous pouvez avoir pour tous les pays de la Terre. Si on regarde ce qui se passe à un niveau plus local, par exemple ici au niveau de la France, on voit qu'il y a des différences. Et ces différences, elles montrent que au niveau spatial, il ne se passe pas exactement la même chose dans tous les pays et que c'est bien entendu en compilant toutes ces données qu'on arrive à des valeurs moyennes. Et c'est ces valeurs moyennes avec lesquelles on explique le changement climatique au public, qui peut des fois avoir un ressenti différent, étant donné que lui ne vit pas forcément la même chose chez lui. La température moyenne à la surface de la Terre, elle a déjà augmenté et elle est de l'ordre de 1 degré en moyenne sur la Terre. Et en fait, ce schéma est pour montrer que la seule explication qu'on a par rapport à l'augmentation de cette température, c'est l'activité humaine qui en est responsable. Sur la même période, l'activité solaire ou l'activité volcanique ne peuvent en aucun cas expliquer cette variation de température. Ici, vous voyez que à l'échelle du globe, on a des différences régionales qui sont très importantes. Le réchauffement moyen est de plus de 3 degrés au niveau du pôle Nord, dans certaines régions du pôle Nord, alors qu'il y a des régions dans le monde où la température a même baissé. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur cette notion de valeur moyenne d'augmentation de la température, mais vous voyez que localement, on peut avoir des différences très importantes. Les conséquences de ce réchauffement, on a bien sûr une augmentation de la température de l'air, une augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, une diminution de la superficie de la glace de mer, une augmentation de la température de l'air marin, de la température de surface marine, qui a comme conséquence une augmentation du contenu en chaleur de l'océan et une augmentation du niveau de la mer. Et on observe également sur la Terre une diminution du volume des glaciers, une augmentation de la température continentale, une diminution de la couverture neigeuse. Depuis 1950, on observe également des changements très importants dans la fréquence et ou dans l'intensité de certains événements extrêmes. On a une augmentation des sécheresses dans le pourtour méditerranéen, en Afrique de l'Ouest, bien sûr en Australie, on l'a vu récemment avec les incendies. Une augmentation des jours chauds et des vagues de chaleur, une diminution des jours froids, une augmentation des cyclones tropicaux qui sont plus fréquents et plus intenses, et globalement une augmentation des fortes précipitations. Ce changement climatique, il génère et il va générer des conséquences sociales et économiques majeures.
des déplacements de population, on parle de réfugiés climatiques, des pénuries d'eau, des sécheresses. Donc ces sécheresses, elles ont des effets négatifs sur les rendements agricoles et sur le tonnage des pêches, ce qui crée une augmentation de l'insécurité alimentaire, et on a une augmentation des zones à risque d'incendie. Cette augmentation de la température, elle crée également une augmentation des tensions sociales avec des risques de conflits et bien entendu une baisse de la biodiversité. On considère que 25% des espèces sont menacées d'extinction par le seul fait du changement climatique. Ce qui est important de voir aussi, c'est que chaque demi-degré de réchauffement compte. Alors c'est un schéma qui a été présenté et qui est valable pour beaucoup de variables différentes, on va dire, et qui a été présenté par le rapport spécial du GIEC en 2018. Bon, déjà rappelé que le GIEC, hein, c'est le groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat, qui publie régulièrement des rapports, et ces rapports aident tout le monde, les décideurs en particulier, pour connaître l'état de la situation. Et donc, dans ces rapports, il y a beaucoup de schémas qui ont été présentés comme celui-ci, où vous voyez qu'on représente les niveaux de risque de très élevés à indétectables. Et sur ce schéma, donc très élevé c'est en violet, élevé en rouge, modéré en jaune et en blanc vous avez indétectable. Et si on prend comme exemple, pour bien comprendre le schéma, les coraux d'eau chaude, donc le troisième histogramme en partant de la gauche, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on remarque qu'avec un réchauffement de 1 degré, on est dans le rouge, c'est-à-dire qu'on est dans le risque élevé d'avoir une dégradation de ces écosystèmes. Et si on passe à 1,5 degré de réchauffement climatique, on passe à un risque très élevé. Donc là, je vous invite à consulter ces rapports qui sont disponibles sur Internet. Et comme ça permet de se rendre compte exactement du risque climatique pour les écosystèmes. Et je vous dis, ça a été fait pour plein de systèmes différents et c'est très intéressant à les étudier en détail. Donc, aussi un effort a été fait pour montrer justement la différence qu'on pourrait attendre si le réchauffement il atteint 2 degrés au lieu d'atteindre simplement 1,5 degré. Je rappelle que 1,5 degré, c'est l'objectif de la COP21 à Paris en 2015, qui était de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc, qu'est-ce qu'on risque? Eh bien, on a des risques disproportionnellement plus élevés pour l'Arctique, pour les zones arides et pour les pays moins avancés. Et on a jusqu'à plusieurs centaines de millions de personnes en plus qui se retrouveront exposées aux risques climatiques et qui seront susceptibles de basculer dans la pauvreté. Je rappelle, si on passe à un réchauffement de 2 degrés par rapport à 1,5 degré, et ça c'est encore une fois pour rappeler à quel point tous les demi-degrés de réchauffement comptent. J'ai rajouté cette diapo parce qu'elle me paraissait intéressante. Moi, je suis océanographe, donc j'ai eu la chance de pas mal voyager dans le cadre de mon travail. Et il y a assez longtemps quand même que j'ai pris conscience que, que la conscience des enjeux climatiques, justement, elle n'était pas uniforme à l'échelle de la planète. Il y a en particulier dans l'océan Pacifique des gens, bien sûr, qui sont plus vulnérables aux causes du réchauffement climatique et qui, depuis longtemps, ont une perception plus importante, je dirais élevée, que nous en France, même si en ce moment, avec tout ce qui se passe, les choses sont en train de changer. Pourquoi je dis ça? Par exemple, j'ai eu la chance d'aller visiter les îles Marquises et j'étais personnellement très étonné que une grande partie des personnes que j'ai rencontrées là-bas me parlaient du changement climatique. Et pour quelle raison ils parlaient du changement climatique? C'est que pas très loin, enfin à l'échelle du Pacifique, des îles Marquises, vous avez les Tuamotu. Et les Tuamotu sont des atolls de corail qui sont au niveau de l'eau. Et eux, c'est quasiment certain que leur terre va disparaître sous les eaux. Et donc, il est déjà envisagé qu'ils se déplacent
pour aller habiter aux Marquises. Et donc, c'est déjà envisagé que ce seront les premiers réfugiés climatiques. Enfin, pas les premiers, parce qu'il y en a eu déjà, mais en tout cas, là, c'est carrément des déplacements de population en masse. Hein. Et forcément, bah, les habitants des Marquises, ils voient ça d'un œil assez particulier. Ici, donc j'ai rapporté une diapositive du congrès auquel j'ai participé au début de cette année, là en janvier. Le congrès organisé par l'Académie des sciences à Paris face au changement climatique, le champ des possibles. Et c'est une diapo qui montre les événements extrêmes actuels avec un monde à simplement un réchauffement de 1 degré. Et on voit donc les incendies qu'il y a eu donc en Californie, les vagues de chaleur au Japon, la vague de la chaleur en France où on a atteint une température de 46 degrés près de Montpellier, une température jamais atteinte dans ces régions-là, le cyclone aux Bahamas. Et donc on voit, hein, avec simplement un réchauffement de 1 degré, les événements extrêmes qu'on a dû subir. Je vais vous montrer maintenant pourquoi l'influence humaine est la principale cause du réchauffement des dernières décennies. Ici, vous avez un tableau que j'ai emprunté donc au Shift Project. Jean-Marc Jancovici, je pense que certains d'entre vous connaissent, et je vous invite à aller visiter hein, le site web qui est très intéressant du Shift Project. Vous montre donc la consommation d'énergie actuelle et passée liée au carbone fossile. Donc en vert, vous avez donc la biomasse, en noir, le charbon, en orange, le pétrole, en vert, le gaz. Et donc ces trois-là, hein, noir, orange, vert, constituent hein, donc les énergies fossiles. Et puis par-dessus, vous avez donc l'énergie hydroélectrique, l'énergie nucléaire en jaune, et les énergies renouvelables nouvelles en rose au-dessus. Donc c'est important de se rendre compte qu'à l'heure actuelle, hein, en 2020, 80% de la consommation d'énergie, de notre énergie, provient de l'utilisation des carbones fossiles. Les énergies renouvelables nouvelles ne représentent qu'un très faible pourcentage, 1 à 2% de ce qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc ça, c'est la première information qui est importante de voir. Et ensuite, une autre information qui est très importante sur ce schéma, c'est qu'on voit que toutes les énergies qui ont été nouvellement utilisées depuis le début de l'ère industrielle, elles ont été utilisées de plus en plus. Et par exemple, contrairement à l'image qu'on en a, parce qu'on a l'impression que les énergies renouvelables nouvelles, elles sont en train de se développer avec le solaire, avec l'éolien, etc. Et ben, entre 2000 et 2020, on a utilisé 7 fois plus de charbon qu'on a développé d'énergie renouvelable nouvelle. Donc je pense que ça, c'est une information importante à retenir. Et la conséquence directe de l'utilisation de combustibles fossiles, hein, on brûle de la matière organique, même si elle est vieille, c'est du carbone. Et quand on brûle du carbone, on produit du dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, il augmente dans l'atmosphère. Ici, vous avez donc le schéma qui représente les concentrations de dioxyde de carbone mesurées à la station Mauna Loa, c'est-à-dire à côté de Hawaï. Et donc c'est Joseph Keeling, un scientifique comme nous, qui a eu la bonne idée dans les années 50 hein, de faire ces mesures. Donc au début, il a observé des variations saisonnières, mais il avait quand même une idée dans la tête, hein, c'était qu'éventuellement sa concentration, elle pouvait évoluer dans le temps. Et donc il a continué à faire ces mesures régulièrement. Et maintenant, on a une série de données qui est fantastique et qui nous permet de voir cette augmentation considérable, hein, puisque la concentration de dioxyde de carbone a augmenté de 40% depuis la période pré-industrielle, c'est-à-dire en 200 ans. Et cela s'explique en premier lieu
par l'utilisation de combustibles fossiles. Si on essaye de voir ce qui se passe depuis 400 000 ans, eh ben, on doit se référer aux travaux qui ont été réalisés à partir des bulles d'air emprisonnées dans la glace. Et c'est les scientifiques, en particulier les scientifiques du laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement à Grenoble, qui ont travaillé sur la carotte de Vostok et qui ont permis, à partir de l'analyse de l'air emprisonné dans ces bulles de glace, de déterminer la concentration en CO2 des temps anciens. Et là, on regarde ce qui se passe depuis 400 000 ans. Et en gros, on voit des variations qui sont de l'ordre de 100 ppm entre des périodes glaciaires et interglaciaires. Les variations de CO2 correspondent à des variations de température, elles sont carrément extrêmement bien reliées. Et vous voyez qu'on a eu 4 périodes glaciaires interglaciaires qui ont duré en gros 100 000 ans. Et là, on était en fin de période interglaciaire. Et on rajoute les données que je vous ai présentées juste dans la figure précédente. Donc, c'est les 200 dernières années, donc, qui représentent une augmentation, l'augmentation considérable de CO2 qu'on a dans l'atmosphère, qui sont du même ordre de grandeur que la variation des concentrations qu'on avait entre les périodes glaciaires et interglaciaires, c'est-à-dire de l'ordre de plus de 100 ppm, puisqu'on est passé au-dessus de 400. Alors ppm, ça veut dire partie par million, c'est très proche des concentrations en micro-atmosphère. L'important, c'est de retenir les ordres de grandeur plutôt que ce que ça signifie exactement ici. Donc, cette figure représente l'effet de serre. Donc, sur la figure du dessus, vous voyez le système Terre avec le rayonnement solaire qui chauffe la Terre, et la Terre qui, on dit qu'elle se chauffe et ensuite elle rayonne comme un corps noir, elle va émettre donc un rayonnement vers l'atmosphère. Là, il n'y a pas d'effet de serre, la chaleur est perdue. Dans la figure juste du dessous, vous avez donc l'effet de serre qui est rajouté, et vous voyez qu'il y a une sorte de couvercle au-dessus de la Terre qui capte donc le rayonnement infrarouge émis par la Terre et qui va lui également se réchauffer et réémettre dans les deux directions, donc vers l'atmosphère et vers la Terre. Et donc c'est ça qu'on appelle l'effet de serre, c'est comme un effet couvercle quand vous êtes dans votre voiture et que vous sentez bien que la vitre vous chauffe, c'est exactement le même effet. Et donc les gaz naturellement présents dans l'atmosphère permettent à la Terre d'être bien plus chaude que si on n'avait pas d'effet de serre. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet de serre naturel. C'est-à-dire que sans l'effet de serre naturel, la température moyenne de la Terre, elle serait autour de moins 18 degrés, ce serait la température d'un congélateur. Et en fait, la température à la surface de la Terre, elle est de l'ordre de plus 15 degrés. On a 33 degrés supplémentaires qui sont rajoutés donc à l'équilibre grâce à cet effet de serre naturel, donc qui est bénéfique. Le problème, justement, c'est qu'on rajoute des gaz qui rajoutent un effet de serre supplémentaire, et c'est ça qu'on va voir par la suite. Cet effet de serre supplémentaire, donc, qui crée ce qu'on appelle un forçage radiatif, et donc un effet de serre supplémentaire, et en 2011, par rapport à la valeur en 1750, c'est ce qui est représenté dans la figure au-dessus, on voit que parmi tous les gaz à effet de serre, un compte particulièrement, c'est le CO2. Il compte pour 60% de l'effet de serre supplémentaire par rapport à l'effet de serre naturel. C'est donc le CO2 anthropique, lié donc à l'activité humaine, qui est donc le principal gaz responsable de l'effet de serre supplémentaire lié à l'activité humaine. Sur cette figure, donc, qui a été publiée très récemment par les collègues climatologues français, on remarque donc les changements de température par rapport à la période 1880-1919. Donc vous avez ici les valeurs observées et les résultats obtenus par différents modèles, le modèle l'IPSL, le modèle du CNRM. Et vous voyez que les courbes
en très plein, hein, représente les valeurs moyennes. Et qu'est-ce qu'on peut dire de façon extrêmement simple, c'est que les observations et le modèle et les modèles sont en bonne adéquation sur la période qu'on connaît. Et donc, bien entendu, on va s'intéresser au futur. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Alors cette figure, hein, c'est une figure issue des travaux du GIEC qui montre les différents forçages radiatifs supplémentaires liés à l'activité humaine auxquels on peut s'attendre. Ils correspondent en fait à des scénarios possibles pour le futur. Et il y en a 4 parmi tout un ensemble de scénarios qui ont été choisis comme hypothèse de travail, hein, et qui aident tous les scientifiques sur la Terre pour travailler. Et donc, parmi ces scénarios, vous avez par exemple le scénario 2.6, qui est un scénario où on se mettrait activement à ne plus utiliser les combustibles fossiles. Et vous avez le scénario 8.5 qui apparaît en rouge sur la figure et qu'on appelle le scénario business as usual, c'est-à-dire qu'en gros on ne change rien et on continue à faire ce qu'on fait. Donc vous voyez ici que suivant ce qu'on décide de faire dans le futur, on a des scénarios complètement... là, c'est donc en utilisant ces scénarios, donc ces hypothèses de travail, voilà ce que les chercheurs français climatologues ont obtenu pour 2100. Et donc ça aussi, c'est des résultats qui ont été récemment mis à disposition. Et vous voyez que en utilisant ces scénarios, ils trouvent des augmentations de température en 2100 qui sont entre 2,5 et plus de 6 degrés, de l'ordre de 6-7 degrés en 2100. Alors ici, il faut rappeler qu'une variation glaciaire interglaciaire, c'était l'ordre de 5 degrés. Et donc, des températures aussi extrêmes, si elles devaient arriver, auraient des conséquences, bien entendu, dramatiques, hein, pour la planète. Et ce qui est aussi apparu de ces scénarios, c'est que d'après ces simulations, on n'arrivera pas dans tous les cas au 1,5 degré attendu après les efforts qui devaient être réalisés suite aux accords pris par les différents gouvernements lors de la COP 21. Où on en est? Donc là, 2100, c'était le trait noir sur cette courbe, c'est ce que je vous ai présenté, c'est les effets de serre supplémentaires. Puis là, juste avant, je vous ai montré les températures auxquelles on pouvait arriver. Et là, c'est en rouge, c'est où on est. Donc, à l'heure actuelle, 2020, on voit que, suivant les choix qu'on va faire, hein, on ne va pas aller du tout dans la même direction. Et donc, ce schéma est très important à considérer. On a encore des futurs possibles totalement différents. Et bien entendu que les choix d'aujourd'hui vont déterminer le climat de demain. Sur cette figure, donc j'ai repris beaucoup des images qui étaient proposées par Jean-Co ici, puisque la solution, hein, pour le futur proche, elle est clairement de sortir rapidement de l'utilisation des combustibles fossiles. C'est la solution. D'aller vers la sobriété. Le problème, hein, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, 80% de l'énergie qu'on utilise provient des combustibles fossiles et c'est le moteur de notre économie. Donc forcément, c'est pas simple d'éliminer 80% de l'énergie qu'on utilise pour notre économie, hein. Les combustibles fossiles, ça nous sert au transport maritime, ça sert aux travaux agricoles, au transport routier. Toutes les machines qu'on utilise, hein, elles fonctionnent soit directement avec des combustibles fossiles, soit avec de l'électricité. Et je rappelle que l'électricité dans le monde, à 40%, elle est fabriquée avec du charbon. Il n'y a qu'en France où c'est une partie significative qui provient du nucléaire, mais au niveau mondial, ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr, le transport aérien, tout le numérique, hein, qui consomme aussi énormément de combustibles fossiles. Hein. À l'heure actuelle, on considère que 4% de l'énergie
des combustibles fossiles est utilisé pour le numérique, mais on considère aussi que ça augmente de 9% par an. Donc ça, c'est très important à considérer pour le futur. Par rapport à cette question d'énergie, je vais reprendre aussi un exemple de Jean-Claude Jancovici, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est quelqu'un qui est très intéressant dans son analyse en fait de la situation. Et donc ce que dit Jean-Claude Jancovici par rapport à l'énergie, c'est que, bon, j'imagine que parmi vous, il y a pas mal de sportifs, pour se rendre compte de ce que ça représente en fait ces combustibles fossiles, il utilise cet exemple que j'aime bien reprendre. Vous imaginez que vous faites de la montagne et donc vous montez à 2000 mètres. 2000 mètres de dénivelé. Bon, moi je suis grenoblois, 2000 mètres de dénivelé, je sais ce que c'est, je sais ce que ça représente. Ça demande beaucoup d'énergie pour arriver à le faire. Si vous faites ça tous les 2 jours, pendant 1 an, l'énergie que vous allez devoir déployer pour arriver à faire cet exercice, c'est l'équivalent de 1 litre d'essence qu'on brûle. Donc cette comparaison, pour moi, elle est très intéressante parce qu'elle montre à quel point ces énergies fossiles, elles sont faites de nous des surhommes. Et donc, Jean-Claude Jancovici, ce qu'il montre, c'est qu'à l'heure actuelle, un ouvrier en France, qui a un salaire qui gagne le SMIC, ce que lui apportent les combustibles fossiles, c'est l'équivalent de 200 esclaves qui travailleraient pour lui. Donc, on a tous une dépendance énorme pour notre bien-être à cette utilisation des combustibles fossiles. Et donc ça, il faut en prendre conscience pour bien comprendre les solutions qu'on a et l'effort très important qu'on a à faire, tous, si on veut, à terme, les laisser dans le sol pour limiter le changement climatique. Ça, c'est une figure pour parler d'efficacité des alertes scientifiques. Il y en a eu plein, mais là, j'en ai repris quelques-unes. Bien entendu, j'ai repris toutes les COP, que ce soit la COP 1 en 1995 à Berlin, la COP 21 dont j'ai déjà parlé en 2015 à Paris, ou la COP 2019, la COP 25, je veux dire, en 2019 à Madrid. Vous voyez qu'elles n'ont aucun effet sur cette courbe. Pour moi, c'est la courbe qu'il faut regarder, parce que ça sera le symbole de la réussite ou pas des efforts qu'on va faire pour lutter contre le changement climatique. Le dioxyde de carbone, c'est la principale cause du changement climatique. Et comme je l'ai marqué en rouge là, ce qu'il faut, la flèche que j'ai mis complètement à droite, ce qu'il faut, c'est arriver à diminuer cette courbe, ce qui n'est pour l'instant pas du tout commencé. Et pour parler d'efficacité et des alertes scientifiques, je vous invite à aller voir sur YouTube l'intervention télévisée de Haroun Taziev avec le commandant Cousteau à l'époque, qui parle des problèmes futurs de la Terre. Et Haroun Taziev, bon, pour nous, les gens de ma génération, on l'a forcément connu, c'était un scientifique extrêmement brillant, vulcanologue. C'était un ennemi de Claude Allègre, déjà à l'époque, qui disait le contraire de ce qu'il disait. Donc Claude Allègre qui a continué après d'ailleurs à nier le changement climatique, mais il avait déjà créé plein de problèmes. Donc à l'époque, c'est aussi très intéressant à aller voir si ça veut, sur Internet, le différent qu'il y a eu entre Taziev et Allègre à l'époque, où Allègre prenait déjà une position complètement non scientifique par rapport au volcan, comme il l'a fait après pour le changement climatique. Taziev en 79, il dit à la télé que le problème, c'est pas les volcans, que le problème, c'est le dioxyde de carbone que les industriels rejettent dans l'atmosphère et qui, à terme, va créer un effet de serre et qui va réchauffer la planète. Donc, quand vous l'entendez dire aussi distinctement par un scientifique, en 79, je trouve que c'est intéressant quand même de rappeler que les scientifiques ont alerté, malheureusement pour l'instant, ils n'ont pas été entendus. Quelles sont les trajectoires d'émission du dioxyde de carbone? Donc si on veut contenir ce réchauffement global
à 1,5 degré, donc comme je le disais, c'est les accords de la COP 21, on devrait, d'ici 2030, diminuer de moitié l'utilisation des combustibles fossiles et atteindre le net zéro vers 2050. Si on veut limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, ça va demander des changements à une échelle sans précédent. Il faut une transition de système énergétique sur l'utilisation des terres, sur la configuration des villes, sur les industries, sur les infrastructures. Il faut une modification des comportements, il faut qu'on aille vers la sobriété. Il faut qu'on très rapidement on diminue l'utilisation des charbons et bien entendu qu'on réoriente des investissements vers des options bas carbone et l'efficacité énergétique. Alors oui, et là on est en pleine période de confinement, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé le temps de faire cette vidéoconférence qu'on m'avait demandé et que j'avais pas pris le temps pour l'instant de faire. On est enfermé chez nous, on se rend compte qu'on est capable de prendre des décisions quand vraiment on se sent en péril. Là, c'est la santé. Le coronavirus, on comprend hein, que ça a inquiété et on se rend compte qu'on a pu, dans ces conditions-là, prendre des décisions importantes. Il faut à tout prix qu'on retienne une leçon de ce qui est en train de se passer pour appliquer les solutions qu'il faut pour réduire le changement climatique dans le futur. Ça, c'est un schéma, il n'est pas très optimiste, mais c'est le schéma d'un collègue qui s'appelle Robbie Andrew. C'est disponible aussi, bien sûr, sur Internet. Et ça correspond à l'effort qu'il faut faire suivant le moment où on décide de commencer à le faire. Alors, vous voyez qu'il était optimiste parce qu'il espérait qu'à partir de 2000, on commencerait à réduire l'utilisation des combustibles fossiles. Ben, on n'a pas commencé tout de suite. L'idée hein, là, c'est présenter hein, si on veut contenir le réchauffement en dessous des 1,5 degrés qui étaient prévus à la COP 21. Et donc, en noir, hein, donc c'est tous les, en noir, en bleu, en rouge, c'est tous les scénarios possibles. Et vous voyez que vous avez une pente qui est de plus en plus raide. Hein, plus on commence tard, forcément, à limiter notre utilisation des combustibles fossiles. Et donc, plus les efforts seront importants à faire. Plus on attend, plus les efforts seront importants à réaliser sur des temps très courts. Alors maintenant, je vais vous parler du rôle de l'océan, ça sera bien plus court. Dans le climatique, ici vous avez les émissions de dioxyde de carbone au-dessus, hein, sur les courbes du dessus, donc en gris et en orange, et essentiellement, hein, c'est les énergies fossiles, la production des ciments et la déforestation qui sont responsables des émissions de dioxyde de carbone et bien entendu, essentiellement la combustion des combustibles fossiles. En dessous, vous avez ce que devient ce carbone ce dioxyde de carbone qu'on a émis dans l'atmosphère. Ben, vous voyez qu'une partie est piégée dans les sols et dans la végétation. Une partie va être piégée par l'océan. Et bien entendu, ce qui n'est ni piégé par les sols et la végétation, ni piégé par l'océan, va rester dans l'atmosphère. Et c'est cette partie-là qui va nous réchauffer. Donc bien entendu, on s'est intéressé en tant qu'océanographe au rôle de l'océan dans la séquestration du dioxyde de carbone d'origine anthropique depuis quelques années. Donc on a vu à l'aide de la figure précédente que l'océan était un puits majeur de dioxyde de carbone et je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça marche. Donc on va faire un petit peu de chimie. Ce qui gouverne les échanges de dioxyde de carbone entre l'océan et l'atmosphère, hein, c'est ce flux de carbone. Il dépend de la vitesse de transfert et du gradient de pression partielle qu'on a entre l'océan de surface et l'atmosphère. Comme c'est indiqué ici dans les flèches,
Soit vous avez la même pression partielle de CO2 dans l'atmosphère et dans l'océan, ben vous n'avez pas d'échange. Soit vous avez une pression partielle de CO2 dans l'océan qui est plus forte que celle dans l'atmosphère, et donc vous allez avoir un flux de CO2 de l'océan vers l'atmosphère. Soit c'est le contraire, c'est dans l'atmosphère que vous avez une pression partielle de CO2 plus importante et par rapport à l'océan, et donc vous allez avoir un flux de l'atmosphère vers l'océan. Et on voit donc que l'océan, il peut être soit une source de dioxyde de carbone, soit un puits de dioxyde de carbone. Même si je vous ai montré que la pression partielle de CO2 elle a augmenté dans le temps, hein, je veux dire quand je faisais mes cours avec les étudiants au départ, j'utilisais une pression partielle de CO2 de l'ordre de 350 microatmosphères, vous avez vu qu'on est passé à 400, mais bon, à l'échelle globale, la pression partielle de CO2 dans l'atmosphère, on peut considérer qu'elle est constante et que c'est essentiellement la pression partielle de CO2 dans l'océan qui, elle, va gouverner les échanges, puisque elle va varier, et elle varie de plus ou moins 60% hein, par rapport à sa valeur moyenne partout dans l'océan. Et donc on voit qu'il y a des régions dans l'océan totalement différentes, des régions qui vont être des sources des CO2, des régions qui vont être un puits, et c'est cet équilibre hein, qui va déterminer le stockage net de dioxyde de carbone qu'on peut mettre dans l'océan. Puisque ça dépend de la pression partielle de CO2 dans l'océan, on peut se poser la question de quoi dépend la pression partielle de CO2 dans l'océan. Donc elle dépend de la chimie physique. Ici, je vous ai mis un peu de chimie et vous voyez que le dioxyde de carbone, c'est un gaz. Il réagit pour donner l'acide carbonique qui, avec l'ion carbonate, va donner l'ion bicarbonate dans l'océan. Cette réaction est très importante puisque, en fonction de la solubilité qui dépend essentiellement de la température dans l'océan, on va pouvoir stocker du carbone dans l'océan de surface et éventuellement, avec le mélange et la circulation océanique, l'entraîner vers le fond de l'océan et par ce biais séquestrer du carbone par ce qu'on appelle la pompe physique. La pression partielle de CO2 océanique, elle dépend également de la biologie et de la physique. Ici, vous avez encore de la chimie, une réaction, mais c'est une réaction qui est très importante à connaître, hein, puisqu'elle représente la photosynthèse, la production d'algues, la production de matière organique contenant du carbone à partir de dioxyde de carbone. Vous voyez que c'est une réaction qui dépend des éléments nutritifs et qui va produire de la matière organique et de l'oxygène. Donc cette matière organique, elle contient du carbone, elle est synthétisée dans l'océan, c'est la production d'algues, et dans certaines conditions, ces algues, ou les organismes qui auront mangé ces algues, on va dire, vont être transférés vers l'océan profond, et ça va permettre de séquestrer du carbone. Et cette fois, on va parler de séquestration par voie biologique. Et comme il y a plusieurs possibilités de séquestration de carbone par voie biologique, on va appeler cette pompe, c'est également une pompe, hein, puisqu'elle permet d'avoir un gradient de carbone, on va l'appeler la pompe molle. Une autre façon de séquestrer du carbone, donc par opposition à celle que je viens de présenter, c'est ce qu'on va l'appeler la pompe biologique dure, puisqu'elle est en rapport avec des organismes qui vivent à la surface de l'océan et qui fabriquent des coquilles calcaires. Et donc, on a cette réaction où donc, les ions calcium et carbonate produisent du carbonate de calcium, et ce carbonate de calcium, il peut être transféré également vers l'océan profond et séquestrer du carbone. Est-ce que ça peut représenter des flux significatifs? Ben oui. Si, je pense que pas mal d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes des Marseillais, donc vous êtes baladés des fois dans les calanques. Les calanques, hein, c'est du carbonate de calcium. Donc, ce sont des organismes marins qui, il y a très longtemps, ont fixé ce carbone qui est tombé au fond de la mer, de l'océan, et qui a créé ces dépôts calcaires qui maintenant sont à la surface de la Terre. Donc, bien entendu que ça peut représenter des quantités significatives de carbone piégé. Ici, c'est simplement un schéma hein, qui représente la même chose. C'est pour montrer à quel point donc, cette séquestration par voie biologique, elle va dépendre de la photosynthèse et donc de la lumière et permettre soit de transférer vers l'océan profond de la matière organique directement, soit des carbonates qui seront piégés
le temps de la circulation océanique, c'est-à-dire relativement longtemps dans l'océan profond. Alors, ça c'est un schéma, encore un schéma important que j'ai pris du Shift Project, et c'est pour montrer comment ça marche. Donc on peut stocker, comme je viens de dire, des quantités importantes de carbone dans l'océan, mais comment ça se passe? Globalement, ce qu'on veut montrer ici, c'est que ça se passe lentement. C'est-à-dire que si vous voyez cette figure, bon, pour comprendre cette figure, il faut comprendre que l'utilisation des combustibles fossiles, à l'échelle des temps géologiques, ça va être ce qu'on appelle un pulse. C'est-à-dire que les combustibles fossiles, avant 1850, on ne les utilisait pas. Et même si on ne connaît pas exactement la date, je sais qu'il y a de gros débats à ce sujet sur le sommet du pic et à partir de quand on n'aura plus de combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz, mais bien entendu, un jour ou l'autre, on n'en aura plus. Donc en fait, à une échelle de quelques dizaines, centaines d'années, clairement, il n'y en avait pas. On en utilise une partie très importante, et puis on va arrêter de les utiliser, donc ça va être un pic. Et donc, les gens s'intéressent à savoir à quelle vitesse disparaît un pulse de carbone, puisque quand on brûle ces combustibles fossiles, on met du carbone dans l'océan. On s'intéresse maintenant à savoir, dans l'atmosphère, on s'intéresse à savoir comment ce dioxyde de carbone va disparaître de l'atmosphère, et essentiellement donc en étant séquestré, en particulier par l'océan. Ici, on voit comment ça se passe. En une génération, on arrive à éliminer de l'ordre de, je dirais, 50% de ce pulse par pénétration dans l'océan. Mais si ensuite on veut en enlever encore plus, eh ben on voit que ça prend 2 générations, 10 générations. Et on voit que les échelles de temps pour faire intervenir les réactions que j'ai présentées tout à l'heure en rapport avec la pompe dure, elles sont beaucoup plus longues et qu'il faut considérer des milliers d'années pour que, entre guillemets, elles se mettent en place. En gros, il faut que le dioxyde de carbone de l'atmosphère soit en contact avec les sédiments calcaires. On comprend bien le temps qu'il faut pour que ce CO2 eutropique puisse être neutralisé par les sédiments marins. Et ça va prendre beaucoup de temps. Ce qui est important de voir, c'est qu'à terme, l'océan va séquestrer tout le dioxyde de carbone qui a été émis par l'homme dans l'atmosphère, mais ça va se passer sur une échelle de temps relativement longue, et en attendant ce temps, le CO2 qui reste dans l'atmosphère, il va réchauffer la planète.